Il y a des pilotes Platinum quand même en GT3. On a des pilotes qui sont redoutables, mais qui sont associés à d'autres qui Euh, sont un petit peu Moins moins redoutable. efficaces. Non, mais bah, c'est vrai que Niklas Nielsen, quand tu le vois sur une liste engagée, tu te dis bah oui, ça va aller vite. Le problème, c'est qu'il est dans la voiture danoise avec ses camarades et ses compatriotes Lorsen, Johnny et Conrad. Bon, ça va faire des erreurs. Complètement, complètement. On a des jeunes pilotes qui passent par la Ligue European Series, qui est aussi sur les week-ends Aussi, de oui. course de LMS. Ensuite, Michelin Le Mans Cup. Et puis LMS, bah, c'est le cas par exemple de Gillian Orion. Et puis pourquoi pas le team DKR aussi. C'est pour ça que je vous dis, franchement, je vois à chaque fois quand on déroule la liste, j'ai l'impression de mettre 25 favoris. Mais non, mais parce que en même temps, je pense vraiment que tous ont un rôle à jouer. Il n'y a pas de mauvais équipage. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon fidèle acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Bonjour Geoffroy. Salut Anthony et bonjour à tous. T'aimes bien quand je t'appelle acolyte? Fidèle surtout, j'aime bien. Il y a Ah, un côté. Enfin bref. bah oui, mais j'aime bien parce que ça fait un moment qu'on est justement sur plein de projets et cet Endurance Club, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc pour ce 10e numéro, on va présenter un championnat qui m'est cher personnellement et qui prend de l'ampleur cette saison, l'European Le Mans Series. Alors on a retracé les 20 ans d'histoire de ce championnat qui a été créé en 2004 lors du 8e épisode, je tiens les comptes. Et maintenant, on va revenir sur la saison 2024 avec, comme d'habitude, plein de chiffres, plein d'infos et on va essayer de faire un peu mieux connaître ce championnat ou en tout cas de tirer un peu les ficelles pour savoir qui va être aux avant-postes cette année, Geoffroy. Ouais, exactement, l'épisode dédié aux 20 ans des Le Mans Series a plutôt bien fonctionné. Vous avez été nombreux à l'écouter et à nous faire des retours. Donc déjà, merci. J'en profite pour placer tout de suite qu'il ne faut pas hésiter à... Et vous avez été aussi nombreux à le faire, à mettre 5 étoiles si vous appréciez ce qu'on fait. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur les différentes plateformes. Ça nous aide beaucoup et ça nous fait monter dans les classements. Donc voilà, ça nous pousse. Et effectivement, l'épisode, on est revenu sur les 20 ans. Là, on va se concentrer plus sur le futur. Et on a une saison 2024 qui s'annonce passionnante parce que on va avoir le temps d'en parler ensemble, que ça soit sur le nombre d'engagés et la diversité des engagés au niveau voiture et au niveau pilote. On est sur un plateau franchement très très intéressant. Certes, c'est le championnat qui est décapité par le haut puisqu'il n'y a pas les hypercars qui sont que en WEC, d'accord, mais on a quand même tout ce qui se fait de mieux autrement, donc ça va être très très intéressant. Ah bah ça va être fou. En fait, on a vraiment cette pyramide de l'endurance qui est bien construite. J'y pense sur le hashtag Endurance Club. J'espère que ça va marcher, hein. N'hésitez pas à réagir aussi parce que il y a les étoiles, il y a les notations, mais il y a aussi le hashtag qu'on veut lancer Endurance Club. Donc voilà, j'y pensais maintenant et effectivement en ELMS, on a beaucoup de pilotes qui ont décidé de venir justement pour parfois un double programme, hein, en plus du WEC, venir en ELMS. Ils sont 128 pilotes, 43 voitures engagées. C'est tout simplement le plus gros plateau de l'histoire de l'ELMS depuis extrêmement longtemps. 43 voitures engagées, c'est quand même fou. Entre les LMP2, les LMP3 et donc les GT3 cette année, on va forcément se régaler. Il y a une vraie variété aussi de voitures. Ça fait quand même du monde hein, sur la piste. Ça va pas être facile. Alors en fait, on a, comme tu le dis, on a une diversité, on n'a pas de diversité en haut dans le sens où on a que des Oreca, que ce soit en LMP2 ou en LMP2 Pro-Am, mais justement, on a cette scission en deux catégories qui est assez intéressante. Si tu veux, brièvement, tu vas pouvoir le rappeler, c'est juste une question de catégorisation de pilotes, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Avec les catégories LMP2 où on a globalement des pilotes qui sont soit silver, soit gold, soit platinum, tandis qu'en Exactement. LMP2 Pro-Am, on retrouve dans l'équipage, alors on peut retrouver plusieurs pilotes bronze, mais c'est pas vraiment intéressant. On en retrouve au moins un pilote bronze qui a Voilà. moins d'expérience, et puis ensuite que l'on met avec un pilote silver et un pilote gold, ou avec un pilote gold, un pilote platinum. Par contre, on n'a pas le droit de mettre deux pilotes platinum avec un pilote bronze dans cette Voilà. catégorie. Et donc là, les équipes, quand on regarde la liste des engagés, on n'a aucun pilote bronze qui est dans la catégorie LMP2, et on en a effectivement au moins un par voiture, c'est ce qui est respecté, un par voiture en LMP2 Pro-Am. Donc déjà, oui, on peut regretter les catégories, la catégorie monotype avec uniquement des Oreca 07, mais moi ce que j'aime bien, tu vois par exemple, allez, je fais ma première digression alors Ah, qu'on est à 4 vas-y. minutes d'enregistrement, je suis un grand fan, il y en a qui vont me sauter au cou pour ce que je vais dire, mais c'est pas grave, j'assume. Moi je suis un grand fan par exemple de la Porsche Cup, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est le même matériel pour tout le monde.
à peu de choses près, hein. Tu as quelques trucs de setup, mais bon, ça reste quand même une catégorie où tout le monde a le même matériel, et c'est le pilotage qui fait la différence. Et moi j'adore, ça fait des courses en paquet, c'est toujours très animé, et ça permet de faire jaillir des talents, et aussi de voir les pilotes qui justement ont un peu plus de mal à matériel équivalent, et qui ont besoin de setup et de réglages et d'autres choses pour être performants. Bah moi je vois un petit peu le LMP2 dans sa forme actuelle, parce qu'on n'a pas la diversité de fabricants et de constructeurs de châssis, vu que c'est une coupe Oreca, disons-le, et voilà, c'est pas un secret. Oui, mais c'est pas une L'intérêt... obligation. C'est-à-dire que Ah non, Oreca s'est imposé avec ses châssis, mais on avait quand même des châssis justement en face qui étaient tout à fait voilà, bien nés aussi. Enfin, je veux dire, les Dallara, les bien sûr. Ligier étaient là, ça faisait des super saisons aussi. Moi, je me souviens quand même avoir commenté des courses de LMS où on avait, selon les circuits, des véhicules justement différents qui pouvaient s'illustrer. C'était un petit peu moins facile pour les pilotes justement, comme tu le disais, puisque c'était pas une formule monotype, de se distinguer partout. Il y avait des circuits, on savait, Voilà. voilà, à Spa par exemple, on savait que les Dallara étaient au-dessus parce qu'il y avait de longues lignes droites. Alors, on peut le Mhm. regretter. Moi, je trouve que ce qui est bien, justement, c'est qu'on ait le WEC avec cette hiérarchisation de constructeurs et cette bataille entre constructeurs. Et puis donc, en ELMS, ben, qu'on ait les LMP2, justement, bah voilà, pour avoir de la bagarre pendant 4 heures. C'est un sprint pendant 4 heures. Voilà, donc on en est réduit à une coupe Oreca, mais les pilotes, justement, peuvent mieux éclore, ou en tout cas faire valoir leur talent, puisqu'ils ont quand même un matériel qui est relativement proche. Et dans les autres catégories, oui, il y a beaucoup de Ligier en LMP3, mais on a quand même 2 Duquesne qui sont inscrites à la saison. Et on l'a déjà vu par le passé, et tu le sais mieux que moi, les Duquesne ont bien performé en European Le Mans Series. Et puis alors en GT, bah là c'est quand même la nouveauté. Cette année, ce sont des GT3 et non plus des GTE. Oui, On retour a des GT3 hein, qu- d'ailleurs. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu en ELMS parce que oui, on en a déjà vu. Oui, on en a déjà vu, c'était 2015, la dernière saison avec des GT3. Et donc, et ben voilà, là, c'est la nouvelle plateforme commune qui est utilisée au sein des séries ACO. Et donc, on a 4 fabricants, 4 constructeurs différents. On a Aston Martin, Lamborghini, Ferrari et Porsche. Et ça, c'est très intéressant aussi. On l'évoquera un petit peu plus tard, mais là, on a une diversité de matériel. Pareil, des horizons de pilotes très différents. Enfin, ça va être une catégorie animée. 11 concurrents, donc il y a aussi moyen d'avoir de belles batailles, quoi. Ouais, on reviendra justement hein, sur ces différentes catégories. Donc, il y en a 4 sur le papier, mais je dirais qu'il y en a Oui, vraiment que 3 parce qu'on a LMP2, que ce soit oui. P2 Pro ou Pro-Am, et puis on a les LMP3 et les LM GT3. C'est vrai que ces LMP3, elles sont aussi très intéressantes à suivre. On a un peu de mal à avoir toutes les images finalement parce que faut avoir les yeux partout et la réalisation, évidemment, se concentre sur les LMP2. On sait qu'en GT3, il devrait y avoir aussi de la bagarre à couteau tiré et les LMP3, mais il ne faut pas les oublier. Alors tu disais, il y a 2 Duquesne. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les Duquesne, on les retrouve beaucoup en LMP3, justement en Allemagne. On les retrouve aussi en Michelin Le Mans Cup. C'est vrai qu'en ELMS, il y a peu d'équipes finalement qui ont décidé de passer de Ligier à Duquesne, peut-être par habitude aussi, sur les réglages, sur le pilotage, mais ces Duquesne M30 D08, elles sont vraiment efficaces et elles pourront tirer leur épingle du jeu, ça c'est sûr, que ce soit avec DKR Engineering ou avec WTM by Rinaldi Racing. C'est ce que j'allais te dire. DKR a déjà prouvé par le passé. Bon, c'est quand même quand il y avait Lawrence Heur qui était derrière le Et volant. ça Mais tombe bien, il est de retour, mais en LMP2 bon, Pro. voilà. En LMP2, voilà, il a fait ses classes, il est monté au-dessus. Mais en LMP3, effectivement, le châssis Duquesne, qui est. Ça dérive de Norma, enfin voilà, puisque Duquesne a racheté Norma. Je crois que ça roule aussi aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Ça doit rouler dans la série IMSA, tu sais, Prototype Light ou un truc comme ça. Et très très bonne voiture, excellente base. Mais là encore, comme tu le dis, c'est sans doute donc la catégorie LMP3 pour le coup a été annoncée il y a maintenant quelques années, c'était 2015 je crois, et donc du coup c'est la 10e saison avec des LMP3 en European Le Mans Series, et voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure pour les LMP2 avec Oreca, petite force de l'habitude quand même, quand tu as acheté des châssis Ligier, il y a à force de l'habitude et investissement financier aussi, hein. Bien sûr. Quand tu as acheté un châssis Ligier, on a vu que c'était celui qui performait plutôt bien en LMP3. Bon bah voilà, tu gardes ton matériel et tu le rentabilises, on va dire.
Oui, sachant que c'est en plus un châssis nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu deux générations en fait C'est d'LMP3. vrai. 2015-2019 c'était la première génération et puis depuis 2020 on a ces LMP3 nouvelle génération avec un petit peu plus de puissance, qui consomment un petit peu plus aussi, qui sont efficaces et qui donnent entière satisfaction. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu l'évolution de ces LMP3 qui roulent un peu partout et qui sont très agréables à piloter. On y reviendra en fin d'épisode parce que j'ai une petite info justement sur le LMP3 Ouh. et sur nos actualités respectives. Donc c'est vrai que ça fait partie vraiment de cette pyramide de l'endurance en ELMS. C'est très intéressant de voir aussi comment ça se passe, puisque on parlait de cette pyramide avec le WEC, évidemment, au-dessus. Mais en dessous, on a bien Mhm. la Michelin Le Mans Cup qui fait aussi grille pleine et qui prépare les pilotes à venir justement en ELMS. Ah mais carrément, le truc fonctionne bien, hein. C'était tout l'objet de notre épisode que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait, sur les 20 ans des Le Mans Series, puisqu'on évoque vraiment cette place centrale qu'a tenu le championnat depuis son origine en 2004 jusqu'à aujourd'hui, en étant un peu la première, le brouillon, on va dire, du WEC, et en servant aussi d'appel d'air pour créer maintenant la Michelin Le Mans Cup. Enfin voilà, le championnat a une place centrale, et les catégories de voitures que l'on a et qu'on vient de balayer en sont le reflet, quoi. On n'est pas tout à fait à l'échelon mondial et au WEC. On a c'est même plus un avant-goût, on a quand même un goût très prononcé de 24 heures du Mans, mais il manque les 499P, les Porsche 963, etc. Donc on est vraiment sur la dernière marche avant de basculer. Et puis la Michelin Le Mans Cup, pour le coup, bah voilà, on est sur l'entrée en matière, quoi. Voilà, c'est vraiment, il y a une vraie continuité et il y a des pilotes qui font cette Ah ben, évolution. Ils sont de plus en plus nombreux. complètement, complètement. On a des jeunes pilotes qui passent par la Ligue European Series, qui est aussi sur les week-ends Aussi, de oui, course de LMS. Ensuite, Michelin Le Mans Cup. Et puis LMS, c'est le cas par exemple de Gillian Orion avec le Team Virage. On aura l'occasion de revenir vraiment sur les équipages de ces ELMS 2024. Mais c'est vrai que Gillian Orion est resté fidèle au Team Virage et progresse petit à petit dans la pyramide. Il venait de la monoplace et maintenant il est vraiment installé en endurance. Ça me fait aussi la transition finalement parce qu'on a sur les 128 pilotes, beaucoup de pilotes qui viennent de la monoplace et qui ont quand même compris que l'endurance était vraiment une belle catégorie, une belle discipline, avec une possibilité d'être embauché par les constructeurs aussi et de pouvoir rouler sur les plus beaux circuits du monde, que ce soit en Europe ou justement bien dans le monde entier avec le WEC. Donc c'est pas un hasard qu'on retrouve vraiment beaucoup de pilotes de niveau international parce qu'on parle justement du fait que ce soit des LMP2 en ELMS et pas des constructeurs qui sont engagés comme à la grande époque, j'allais dire. Mais cette époque, elle est grande quand même depuis quelques années. On le voit avec le nombre de voitures engagées et on le voit donc, on le disait, avec les équipes qui sont engagées, qui sont généralement soutiens de constructeurs et avec les pilotes aussi, pilotes de rang mondial, vraiment sur ces 128. On va peut-être commencer par la catégorie LMP2 justement, où c'est on ce que j'allais te retrouve dire, ouais. franchement, Robert Kubica, Louis Deletra, Stéphane Riquelme, Matteo Chiroli, Paul Louchatin qui vient remplacer Ferdinand Habsbourg, on y reviendra, qui s'est blessé. On a également Charles Milesi, bien sûr, champion du monde, Will Stevens, Arthur Leclerc qui est là aussi. Ça fait rêver cette liste d'engagés en LMP2 Pro. Il y a effectivement, il y a pas mal de pilotes platinum, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi voir le truc. Donc pilote platinum, c'est désolé de faire un peu de pédagogie, mais on est quand même obligé sur ce point de règlement. C'est des pilotes qui ont un niveau, qui atteignent le plus haut niveau. Au-dessus, tu peux être détenteur d'une super licence et faire la Formule 1, mais clairement, pilote platinum, on est sur du pilote usine ou pilote qui, par ses résultats, fait partie des tout meilleurs. Et quand on regarde la liste, effectivement, on a, comme tu l'as dit, Robert Kubica, je le vois parce qu'il est assez en haut de la liste, engagé chez Aoba ITF. On a aussi Matteo Chiroli, qui fait lui un double programme entre Iron Lynx ici en LMP2 et puis Iron Lynx en hypercar avec Lamborghini. Alors Louis Deletra il est gold, mais bon c'est une question de temps avant qu'il devienne platinum je pense. Oui, Will Stevens comme tu dis ça fait pas mal d'années qu'il est dans le paddock, que ce soit WEC ou LMS, et c'est quand même un gars qui est d'une rapidité incroyable. Il y a d'autres pilotes qui sont peut-être qu'on a moins l'habitude de nommer, enfin toi tu les nommes puisque tu as ton rôle de speaker officiel de la série, mais toi il y a des noms que tu vois peut-être moins parce qu'ils sont un peu plus un peu en dessous des radars au niveau médiatique, mais je pense à Miyata, le japonais, je pense à Tom Dillman qui est très bon aussi, du Fred Vesti. Enfin voilà, il y a il y a une diversité de pilotes qui sont excellents, et c'est ça qui fait que la catégorie est très très disputée, quoi. On n'a pas là,
En Franchement, théorie, en tout cas, quand tu regardes sur le papier, ces équipages P2 sont censés finir devant les LMP2 Pro-Am. eh ben, j'allais Mais te bon, dire c'est pas justement. toujours le cas. Non, Ouais, non, voilà. l'année dernière, on a eu quelques fois, pas beaucoup, hein, mais quelques fois des équipages pro-am avec, tiens, au hasard, un Louis Délétra dans l'équipage qui s'est imposé au général. Là, cette année, ça devrait être plus difficile quand même parce que quand on a des pilotes et des équipes comme ça qui s'engagent donc au nombre de 14 d'ailleurs, ça va être difficile déjà d'établir un favori, mais c'est pour ça aussi qu'on est là dans ce podcast aujourd'hui. Mais c'est surtout que normalement les P2 Pro devrait quand même être largement devant parce que si on n'a pas encore une fois de longues phases de safety car en début de course, il y Mhm. aura quand même sur la longueur de la course d'une durée de 4 heures un vrai avantage à avoir des équipages comme voilà, Charles Milesi, Arthur Leclerc, Maldonado. On va Oui, aussi ouais. voir, j'imagine, un Johnny Edgar, Louis Delettra, Robert Kubica, c'est trois anciens pilotes de monoplace qui, pour certains, sont passés par la F2 et F1. Donc, bon, en fait, on a tout. Johnny Edgar était en F3, Louis Delettra en F2 et Robert Kubica en F1. Donc, voilà, l'équipe AO by TF, ça va être assez sérieux. Encore une Bien fois, sûr. hein, l'équipe AO, tu sais, avec PJ Hayet, qui Mhm. roule aussi, lui, aux États-Unis et également qui a roulé en Asian Le Mans Series. Donc, ça va être vraiment intéressant, mais difficile, en fait, d'établir un vrai. Une vraie hiérarchie, j'allais dire, avec un vrai équipage favori. Je pense à Algarve Pro Racing, bien sûr, parce qu'ils ont gagné l'année dernière, mais ils ont changé pas mal d'éléments, dont James Allen, qui se retrouve dans un autre équipage et qui, en fait, ben, aura peut-être un petit peu moins de chances de s'illustrer. À voir, hein, ça sera chez Duquesne. Il y avait Nelliani l'année dernière chez Duquesne. Donc, bon, il y a eu pas mal de jeux de chaises musicales, j'ai l'impression. Ouais, il y a pas mal de changements, effectivement. Moi, alors, puisqu'on est dans le... Effectivement, on commence à montrer nos cartes. Oui, Euh, je sais pas, je suis intéressé pour avoir ton opinion sur l'équipe United Autosport, parce que c'est une équipe qui est présente depuis longtemps, qui l'année dernière a fait plutôt bons résultats, il y a eu plusieurs victoires. oui. Euh, et je sais pas, en regardant la liste enfin, en regardant les deux équipages, donc traditionnellement c'est 22-23 chez United, je suis un peu moins séduit que d'habitude. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir une démonstration de force. Je sais pas pourquoi, mais il y a une Ah, photo, tu là, j'ai crois? vu aux premiers essais de Barcelone, puisque là on enregistre, on est mercredi. Il y a déjà eu les premiers essais à Barcelone, séance de roulage privé, c'est ça? Oui. Et il y a une photo où on voit les trois voitures de l'équipe United. C'est quand même. Bon, il y a toujours ce côté un peu impressionnant, quoi, de rouler en troupe, machin. Je sais que ça fait pas le résultat sur la piste, hein. C'est pas parce que t'as 40 voitures que tu vas gagner si la voiture est mauvaise, ou si l'équipage est mauvais, mais j'ai quand même l'impression qu'il va encore falloir compter sur eux, même si sur le papier, l'équipage me semble moins séduisant qu'avant. Bah oui, mais il devait avoir Felipe Albuquerque qui revenait en Ouais. grande pompe, et puis finalement ça s'est pas fait. Et on retrouve quand même de beaux équipages, hein. Marino Sato, ancien de la F2, Ben Hanley, qui est un pilier aussi, qui a roulé avec Nielsen par le passé et qui là est chez United, donc ça va bien rouler normalement. Phil Hoogran qui était chez Prema et qui passe chez United. Donc pourquoi pas? C'est vrai que cette équipe numéro 22, ça m'a l'air pas mal. Dans la 23, je connais pas l'américain Garg, mais Mm. j'ai un peu peur que le classement se fasse un petit peu aussi sur lui. Paul Di Resta, Voilà. il est rapide, c'est un pilote Peugeot aussi Oui. en WEC, mais parfois ça peut faire quelques Voilà. petites erreurs. Et Exactement. Fabio Scherer, je ne sais pas trop où le placer. Alors il a été héroïque aux 24 heures du Mans avec son talon cassé, euh, Exactement. C'est mais ça, en fait, c'est exactement je ce sais que pas. tu dis. C'est-à-dire que Paul Di Resta, c'est bien, mais bon, oui, je suis un petit peu. Je sais pas. Je Ouais, le je suis sens un d'accord. peu moins. Et Fabio Chia, effectivement, il y a le côté légendaire, tu vois. Mais est-ce que ça va transformer sur la longueur d'une saison? Je sais pas, Allez, parce que. on se mouille. On se mouille. Il y a 14 Vas-y. voitures engagées. Moi, je pense que la 14 sera pas mal, avec l'équipe de Tom Ferrier en soutien de AO. Avec Mhm. Deletra, Kubica, Edgar, ces trois pilotes monoplace, ça va être rapide. Je pense que Vector, parfois, peut tirer son épingle du jeu. À voir si Felipe Drugovich va être en mesure de bien s'adapter à l'endurance. Parce que, quand même, pilote Aston Martin de réserve en Formule 1, champion de Formule 2, il sera avec Mhm. Rick Helmy et Ryan Cullen. Donc, ça peut être pas mal. Bon, l'équipe du Ken. Faut voir si Nils Cullen, le pilote Silver, sera au niveau de Simenauer et James Allen, mais ça peut être rapide. Et puis allez, un troisième, chez Panis Racing, selon le premier relais de Maldonado, ça peut être très très rapide, hein. Avec Charles Milesi et Arthur Leclerc avec, ça va être fort, hein. Ok, ok. Alors, ben moi, je vais faire plutôt
Moi, si je dois en citer trois, je vais faire qu'une prise de risque, évidemment, par rapport à toi. Ouais. Mais je mettrais la 9, Iron Lynx Proton, avec Ah, Cavalli, Capieto et Reed. Je vois bien, je sais pas, je vois bien ça. Je pense que ça... Il peut peut-être y avoir un truc aussi avec, tu le disais tout à l'heure, avec Algarve Pro Racing, quand je vois qu'Alex Lynn est quand même engagé sur la 25. oui. Moi, ce qui Euh, m'inquiète un peu plus, c'est la constance de Mathias Kaiser que j'ai connu depuis très très longtemps et qui a fait ses gammes. Justement, on parlait des pilotes qui étaient passés par les LMP3 puis LMP2. C'est vraiment le mhm. cas pour le pilote du Liechtenstein ou Suisse. Enfin, ça dépend de la licence qu'il a. C'est plus Oli Caldwell que moi j'ai du Oui. mal à estimer. Je l'ai vu en Formule 2. Bon, c'était pas formidable, formidable. Il était chez Alpine l'année dernière. Voilà. Bon, c'est plus ça Bon, et puis écoute, un ma crainte. dernier outsider, on va dire, mais ça c'est plus le cœur qui parle, c'est parce que j'aime bien David Heinemeier Hansen, donc je mettrai la 27, la Nielsen, avec T'as DHH, donc raison. Heinemeier Hansen, Nico Dis Pino donc. et Will Stevens. Bah oui. On est sur un mix, enfin, je veux dire, Nico Pino c'est quand même rapide. Will Stevens, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Pas forcément. Et David Heinemeier Hansen, on est sur du gentleman qui. Plus plus. Ouais, voilà, expérimenté, Attends, mais donc t'as voilà. raison. Tu vois, c'est ça qui est beau, moi, je trouve, quand on regarde la liste des engagés en ELMS. Je sais pas si c'est le cas aussi de tous nos auditeurs, justement, mais on va se régaler cette année parce que, tu vois, quand tu me cites certaines équipes aussi, c'est pour ça que j'ai très très peu de facilité, j'allais dire, à donner un favori. Ah Nielsen ouais, je Racing, c'est vrai que comprends. c'est un super équipage. Algarve Pro Racing, ils sont champions en titre évidemment. United, faut jamais les oublier. Cool Racing fait appel aussi à des pilotes quand même de référence. Inter Europol Compétition, depuis leur victoire en 24 heures du Mans, me sont de plus en plus attirants, j'allais dire, et c'est pas étonnant Mhm. qu'on retrouve un Clément Novalak, Vlad Lomko, Tom Dillman, Sébastien Alvarez aussi, qui est pas si mal. En fait, sur les 14, je crois qu'il y en a 14 qui peuvent gagner, quoi. Bah voilà, t'as tout dit. Bon alors du coup en Pro-Am, basculons en catégorie Pro-Am. Alors, 8 Pro-Am, voitures là, c'est ici. vraiment, ben, tu connais hein, le principe, c'est vraiment le classement qui se fait, on va dire, sur le rythme du pilote bronze. Encore une fois, ça dépendra des faits de course et s'il y a du safety car en grande quantité au début de celle-ci. Mais si c'est un format, j'allais dire, classique, c'est vrai que sur le premier relais des pilotes bronze, la hiérarchie va quand même se jouer. Et là, pour le coup, ça serait sans surprise, j'imagine, qu'on retrouve une équipe AF Corset, par exemple, aux avant-postes avec François Perraudot. Je dirais que TDS, Richard Mille, ça peut être pas mal aussi avec la 29, Rodrigo Sales, Bech et Grégoire Saucy. Et puis peut-être, j'ai envie de citer quand même le Team Virage, avec un équipage Wells Bell qui se connaissent bien de la LMP3, avec Nelson Piquet Jr. Faudra surveiller ça. Écoute, exactement ce que tu disais sur AF Corset, en fait quand tu vois dans la liste des pilotes, puisque si on se focus sur le pilote bronze qui, comme tu le dis, est quand même le pilote qui joue beaucoup dans le résultat, puisque c'est son rythme et c'est sa vitesse qui détermine clairement souvent le premier relais, ou en tout cas, voilà, en quelle position est la voiture, François Perraudot est quand même souvent très efficace, quoi. Donc ouais, il y a une petit avantage comme ça, en tout cas à la F Corse 83. Il tenait tête, d'ailleurs, j'ai des souvenirs de courses LMS où François Perraudot tenait Oui, tête à des pilotes pro. mais d'ailleurs, Donc, l'année dernière, on l'a peut-être pas forcément cité, mais en LMP2 Pro-Am, c'est l'équipe AF Corse qui a été titrée devant Cool Racing et le Racing Team Turquie, donc AO Team TF, on va dire, si on veut résumer. C'était fort hein, de leur part, avec 2 victoires en Pro-Am. Ils ont profité vraiment de cette saison pour vraiment réussir quasi à chaque fois à monter sur le podium, avec Perrodo Vaxivière qui se connaissent bien, et puis avec le troisième pilote aussi qui est un des habitués maintenant, hein, Alessio Rovera, donc ça devrait être fort, on va voir, mais c'est vrai que François Perrodo est l'un des pilotes les plus expérimentés, surtout qu'on n'a pas Saïd Yoluch cette année. après toujours United, faut pas non plus les oublier, la troisième, du coup, la 21, Ouais, alors moi avec c'est plus Daniel Schneider que je sens moins. voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est que si tu regardes l'équipage, t'as quand même Andy Merrick et Jarvis qui sont engagés, mais le pilote bronze, c'est Daniel Schneider, voilà, à mon avis, sera... Enfin, je sais pas, je connais moins, je t'avoue, mais après, voilà, est-ce que la Team Virage, du coup, que t'as cité, la 19, te paraît être un bon... Il y a quand même Nelson Piquet Jr. dessus, Matt Bell et Anthony Wells, du coup, ça te semble jouable pour la victoire? Bah, Matt Bell, c'est un client, vraiment, de toute façon. Anthony Wells en LMP3, il était très solide, très fiable. Il a remporté plusieurs
titres d'ailleurs en Michelin Le Mans Cup. Il a été aussi très rapide quand il était en ELMS déjà avec l'équipe RLR. C'est un excellent pilote, Anthony Wells, peu connu. Alors c'est un pilote bronze, hein, évidemment, mais Mhm. il est quand même relativement solide. Il est parfois un peu malchanceux, il se fait prendre au piège dans des incidents, mais c'est généralement pas de sa faute. Je pense que ça peut faire quelque chose s'ils arrivent en tout cas à trouver de bons réglages qui va bien aux trois pilotes chez Team Virage. Ça pourrait être dangereux. Et puis pourquoi pas le team DKR aussi. C'est pour ça que je vous dis, franchement, je vois à chaque fois quand on déroule la liste, j'ai l'impression de mettre 25 favoris. Mais non, mais parce que en même temps, je pense vraiment que tous ont un rôle à jouer. Il n'y a pas de mauvais équipage. C'est ça en fait que je veux signaler. Euh, non mais c'est vrai. On a chez DKR par exemple Lorenz Heur. Tu vois, t'en as parlé tout à l'heure. Il était chez IDEC l'année dernière. Il était très fort. Il est passé, il est revenu au Bercail, j'allais dire, chez DKR. Mhm. Cem Bolukbasi, le pilote turc qui est un ancien sim racer ou qui d'ailleurs continue à faire des courses virtuelles, qui est quand même très solide. Je sais même pas comment il s'est retrouvé là, mais tant mieux, il a retrouvé du Mhm. budget. Ouais, Et c'est un bon puis rouleur, Andrés ouais. Lator, voilà, qui s'est montré en Michelin Le Mans Cup. Donc pourquoi pas, faudra surveiller ça. Basculons en catégorie LMP3 avec, bah là encore, du DKR Engineering. J'ai l'impression que eux, c'est leur ADN quand même. Enfin, en tout cas, Oui, j'ai souvent vu DKR aux avant-postes et notamment avec Lorenzer en LMP3. J'ai l'impression que c'est un peu leur maison. C'est pareil, là, on a 10 voitures engagées, 2 Duquesne, comme on alors disait là, tout à l'heure. Pour ouais, moi, c'est un peu plus la attention. loterie. Je t'avoue que je suis moins spécialiste des équipages. Évidemment, il y a des noms, quand je les vois qui surnagent, et notamment des Français, hein. Je pense à Jean-Baptiste Lay, Mathieu Lay, je pense à Antoine Dauquin, évidemment, mais je Oui. suis un peu moins connaisseur. Ah là là, mais il y en a des beaux équipages. En LMP3, je peux te dire que ça va être intéressant à suivre aussi, parce que déjà, il y a 10 voitures, donc c'est quand même un contingent assez important, et c'était aussi une des priorités de la CO de laisser cette catégorie LMP3 avec quand même beaucoup d'engagés. On sait qu'il y en a énormément en Michelin Le Mans Cup, et je crois qu'il y a beaucoup d'équipages qui veulent venir en ELMS aussi, après avoir connu les joies des courses justement en Michelin Le Mans Cup, et ça fait partie de cette pyramide, on le disait, le type virage par exemple. Quant à Julien Gerby, Bernardo Pinheiro et Gillian Orion, je pense que ça peut être solide. Alex Matchoul sur la DKR numéro 4 avec Wyatt Bridchasek et une des femmes engagées, donc on a 4 femmes cette année, Belen Garcia. Pourquoi pas. Après, moi, j'ai un petit œil aussi sur l'équipe Euro internationale. S'ils arrivent à gérer leurs problèmes de fiabilité, ils ne sont qu'à deux. Matthew Bell et Adam Ali. Donc c'est pas Matt Bell, c'est Matthew Bell, c'est un Mhm. autre homonyme, j'allais dire, Oui, qui est qui est bronze, là. qui est pas, ouais, ouais. Et en fait, le fait d'être à deux, ils peuvent s'ouvrir plusieurs stratégies. Donc, avoir cette ligier de l'équipe Euro internationale, déjà il n'y en a plus qu'une seule cette année, donc peut-être qu'ils pourront être plus à l'aise sur l'entretien finalement de cette voiture. Avec l'héritier de Ferrari, d'Enzo Ferrari, c'est Antonio Ferrari qui gère Euro International. Donc, à voir cette équipe. Moi, je pense aussi, tu en as parlé, évidemment, Antoine Doquin, Jacques Wolf et Jean-Ludovic Foubert. C'est un équipage qui est assez intéressant parce qu'on a deux pilotes bronze, donc qui vont rouler 1 heure, et Antoine Doquin, qui est silver, va rouler 2 heures. Donc, sur son relais, il peut faire la différence pour l'équipe Racing Spirit of Le Mans. Et puis évidemment, Cool Racing aussi, toujours à surveiller. Mais là, cette année, je sais pas, l'équipage est un petit peu moins peut-être tranchant que l'année précédente. Donc à vérifier, on va voir. Mais c'est vrai que généralement, en LMP3, l'équipe Cool Racing réussit de très belles choses. D'ailleurs, l'année passée, avec Adrien Schilla, Alex Garcia et Marco Sibert, c'est eux qui avaient été champions et assez largement. Et écoute, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une continuité dans les engagés, puisque les équipes qui sont présentes étaient quasiment toutes là l'année dernière. Il y a juste, si je dis pas de bêtises, Nielsen Racing qui était là et qui ne repique pas, on va dire, Oui, puisqu'ils ont qui continue. deux cartes en LMP2. Voilà, c'est ça. Donc eux, ils ont abandonné cette LMP3, mais c'est aussi une autre preuve, s'il en fallait, que la formule fonctionne bien, puisque si les équipes restent, tu sais, il n'y a pas cette instabilité de on a du mal à boucler les budgets, à trouver les pilotes, à engager les voitures, et donc on recule, on redescend d'un championnat, etc. Ou alors on monte, on descend. Enfin bref, il y a quand même cette forme de stabilité que moi je trouve plutôt bonne. Après, Oui. bah voilà. Tu vois, ma méconnaissance, on va dire, ma relative méconnaissance des engagés en LMP3 fait que je vais essayer vraiment de regarder parce que je vois là la liste, effectivement, spontanément, j'ai moins de. Je, D'accord. je vois Là, si je moins te où demande ça un va aller, favori, quoi. tu le vois pas. Ok.
Bah, j'aime bien. Non, Non. non, non, mais je comprends, je comprends. C'est pas un piège, justement. Non, non, après, c'est toujours aussi intéressant en LMP3 sur le déroulé des courses de voir que bah, en début des 4 heures, tu vas avoir quelques équipes qui, grâce à leur pilote bronze, vont se retrouver aux avant-postes et puis après un peu dégringoler au classement au fil des passages des pilotes silver qui vont se succéder. Donc, à voir finalement ce que ça peut faire. C'est vrai qu'on a du mal à identifier des favoris. Moi, je dirais quand même le team Virage cette année, Racing Spirit of Le Mans en LMP3. Je me mouille, attention, hein. Et quand même Euro International parce que l'année dernière, ils ont fini vice-champion. Ils ont eu, je l'ai dit, des petits problèmes de fiabilité parfois. Mais en étant à deux, Matt Richard Bell et Adam Ali peuvent être très rapides. Donc, ils seront à surveiller. Je vois quand même pas mal l'équipe Euro International. Ça peut être intéressant. Et puis, dernière carte, parce que sinon je vais tous les citer, l'équipe WTM by Rinaldi Racing, avec Kratz, Weiss et Tunro, qui restent finalement fidèles à la Duquesne déjà, et l'équipage reste le même par rapport à l'année dernière. S'ils arrivent à trouver de la constance et à pas faire trop d'erreurs, parce qu'ils ont été un petit peu tout feu tout flamme parfois, ça peut être vraiment bon, hein, parce que Thorsten Kratz, en tant que pilote bronze, c'est un des meilleurs. Mhm. Ok. Bah écoute, je vais pas me mouiller là-dessus, ça sert à rien que je Bon. dise n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu disais, et ça, c'est vrai que c'est assez marqué. Pour le coup, j'ai pu l'observer. En LMP3, c'est beaucoup plus marqué qu'en LMP2 Pro-Am. Le fait que lorsque tu mets un pilote qui est moins à l'aise, alors qui est moins bien catégorisé, ou qui est moins à l'aise, ou qui est dans un jour sans, tout de suite, j'ai l'impression que les LMP3, comment dire, et ça multiplie le Mm. facteur de quand t'es pas dedans. Ouais. Tu peux vite sortir de la fenêtre de performance des pneus. Ça a l'air d'être plus lourd à emmener. Il y a moins de puissance aussi. Donc, tu vois vite des pilotes qui perdent 1, 2, 3, 4 secondes au tour. Ça dépend des circuits, bien sûr. Mais je trouve que le petit passage à côté du pilote amateur ou même du pilote qui est pro mais qui est dans un jour sans se ressent Mm. beaucoup plus en LMP3 qu'en P2 Pro. Ouais, c'est vrai. Mais ça s'explique parce qu'on n'a pas de pilote gold en fait hein, dans cette catégorie. On a vraiment des jeunes pilotes ou des pilotes qui sont gentlemen et qui sont passionnés en fait par le pilotage. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette catégorie LMP3 et je pense que cette année il va y avoir vraiment du spectacle. Il faudra se focaliser aussi sur le LMP3. Alors je sais que c'est pas facile, hein. C'est En 4 heures il y a beaucoup de choses à regarder, mais ça va être C'est la vraiment fameuse intéressant et je catégorie, pense. c'est la fameuse catégorie des dentistes, tu sais, comme on l'a Oui. surnomme aux États-Unis. C'est la catégorie des dentistes et des chirurgiens. Enfin voilà, Bah, c'est un peu c'est. ça. Mais des chirurgiens dentistes qui sont associés à des jeunes pilotes qui, eux, ont peut-être fait le choix de ne pas passer Non par le mais karting, par exemple, et ouais, aller ouais, en non mais endurance. en European Le Mans Series, c'est quand même, je trouve, beaucoup moins marqué que du côté IMSA. Oui, Quand il y avait les LMP3 en IMSA avec effectivement des pilotes qui n'avaient pas le niveau et qui n'avaient pas aussi la préparation physique, parce que on parle de tout ça, oui, hein. oui. Mais j'allais dire, l'avantage quand même en Europe, c'est qu'on a la Michelin Le Mans Cup justement pour se perfectionner avant d'arriver en European Le Mans Series. Et je dirais que ce qui est bien fait, c'est que bah, en fait, tout le monde ne peut pas aller en European Le Mans Series, quoi. Je veux dire, il y a un vrai comité de sélection Exactement. et on est quand même lucide là-dessus et on ne Ouais. va pas faire rouler n'importe qui en European Le Mans Series. C'est vrai. Alors, basculons sur le Ah, LMGT3, je serais plus à l'aise, je te le cache tout à pas. fait. Euh, Je vois que les GT3, ça te plaît. Je vais juste préciser quand même qu'on a 25 Français engagés sur cette saison 2024, donc ils seront, je l'espère, nombreux à passer dans ma cabine de commentaires. On a pas mal de pilotes francophones également, entre les monégasques, suisses ou québécois, donc ça va être intéressant. Et puis donc, on le disait, 4 femmes, et ça me fait la transition, avec donc les Iron Dames qui sont encore là, avec une Porsche de numéro 85, le Porsche 911 GT3 R, avec Sarah Bovy, Raël Frey et Michel Gatting. On change pas un équipage qui gagne, j'allais dire. alors, exactement, c'est le seul programme de Raël Frey, si je dis pas de bêtises, puisqu'en WEC, c'est Oui, pas elle qui roule. Alors, donc, ouais, 11 engagés, majorité Ferrari, puisqu'on a 6 Ferrari engagés. Et puis après, on a 2 Aston Martin, 2 Porsche, et donc, si je fais bien mes calculs, ça fait une Lamborghini. Voilà. oui, tout à fait. Une seule Euh, Lamborghini. Alors c'est pour ça que c'est assez bizarre, en fait, je vais te le dire, de ne pas voir les Iron Dames sur Lamborghini. J'avoue que j'ai pas compris. mhm, Alors parce qu'il y a une entente avec mhm. Proton, etc. Mais c'est assez bizarre parce que on rappelle quand même que Iron Lynx est justement l'équipe Mhm. officielle Lamborghini en WEC. En fait, ouais, c'est ça. L'année dernière, alors historiquement, elles étaient chez Ferrari.
Et Oui. puis l'année dernière, il y a eu la bascule chez Lamborghini, mais aux États-Unis, je crois. Après, elles ont fait quand même une transition en ELMS avec Porsche parce que c'était une GTE, Voilà, hein, de toute façon. voilà, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de Lamborghini GTE. Donc elles étaient avec Porsche en ELMS, mais elles étaient avec Lamborghini, je crois, notamment en GT World, non? Si je dis pas de Oui, oui, bêtises. tout à fait. Et puis là, cette année, elles sont avec Lamborghini aussi. Donc c'est pour ça Bon, que, j'avoue, quand j'ai vu la liste d'engagés, je me suis dit, ah oui, d'accord, une Porsche. Ok, bon. bah alors, avant qu'on s'intéresse en détail peut-être aux pilotes, juste un petit point sur le côté technique, puisque Oui, enfin on respire. On avait cette homogénéité de la catégorie LMP2, LMP2 Pro, mais avec uniquement des Oreca 07. On a la catégorie LMP3 qui est une chasse gardée quand même globalement Ligier, même si, comme on l'a dit, et on les a largement vantés, les Duquesne sont excellentes. Là, on a 4 constructeurs différents et avec 4 propositions différentes. Juste un tout petit peu de technique, je ne vais pas vous saouler, mais c'est quand même marrant d'avoir en piste une Aston Martin avec un V8 4 litres, d'avoir en face une Ferrari avec un V6 turbo, d'avoir une Lamborghini Huracan avec un gros V10, quand même ça fait plaisir, et d'avoir une Porsche évidemment avec un 6 cylindres. oui. Ça, je trouve ça super, quoi. On retrouve, toute proportion gardée, on retrouve ce qui fait vraiment pour moi l'ADN du sport auto et en particulier de l'endurance, c'est d'avoir des propositions très différentes qui certes sont nivelées puisqu'il y a une BOP et parce qu'on essaye de faire en sorte que chacun, non pas soit à égalité, mais puisse exploiter de la même manière, enfin, que si tu exploites bien ton matériel et si tu fais bien ton travail, tu arrives à la même performance. C'est une petite différence, mais c'est très important. Le but, c'est pas que les voitures soient absolument identiques. C'est vraiment de donner à chacun la même chance, une équité pour pouvoir exploiter son matériel et se battre. Et là, vraiment, moi, je trouve ça super, quoi, d'avoir, quand tu es en bord de piste, tu te régales, quoi, entre le son d'une Porsche et d'une Lamborghini, qui est très différent de celui d'une Aston ou d'une Ferrari, je trouve ça excellent. La catégorie GT3 apporte ce petit plus à l'ELMS. Ouais, tout à fait, je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Et puis, on a cette catégorisation de GT3 aussi qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc forcément, on va pouvoir apprendre des autres disciplines et des réglages. Donc ça devrait, je pense, tout ça, faire monter aussi de niveau ce GT3. On a des pilotes qui sont maintenant des vrais spécialistes, hein, de ces autos. Donc Mhm. ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Niveau voiture et niveau pilotage. On rappelle que c'est des Goodyear, hein, qui équipent à la fois les LMP2 et les LMGT3, alors que les LMP3, elles, sont des voitures avec des pneumatiques Michelin. C'est une petite parenthèse. Exact. Non, mais c'est vrai, tu fais bien de le préciser, parce que c'est pas le cas en WEC, si je dis pas de bêtises. Bah maintenant ça l'est, ça Ah l'était voilà, c'est pas, ça. et Donc, maintenant ça bon. l'est, justement il y a eu un changement, c'est pour ça que je me permettais de faire le lien, Hmm. parce que je pense qu'on va pouvoir générer des informations des différents championnats avec cette montre pneumatique. Ok. Eh ben, alors, donc le passage au GT3 par rapport au GTE de l'année dernière n'a pas non plus totalement rebattu l'écart dans la catégorie, puisqu'on retrouve de nombreuses équipes qui étaient déjà là et Ah bah, je qui crois même prolongent. toutes, d'ailleurs, j'ai bien l'impression, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que toutes les équipes qui sont présentes cette année étaient présentes l'année dernière. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais ouais, voilà, donc changement de catégorie, mais pas, ça n'a pas totalement changé. Il y a eu quelques ajustements, mais ça, je fais une nouvelle digression, mais il y a eu quelques ajustements, puisque le WEC aussi intègre les GT3, que le GT World Challenge permet au GT3 de rouler. Il y a quelques petits changements à la marge, tu vois. Je sais que l'équipe Proton Compétition, notamment, s'aventure un petit peu du côté du GT World pour voir ce qui se passe. On a aussi, à l'inverse, l'équipe AKSP à Code 10, je sais plus comment il Ah faut les oui, appeler, l'équipe de Jérôme Polican, qui elle fait la transition inverse, part de chez SCO, enfin, ouais, si, ils sont plus chez SRO, et qui est venu en WEC avec les Lexus, donc la planète GT3, j'en avais déjà parlé il y a pas très longtemps dans Auto Hebdo, va être amenée quand même à bouger un petit peu, et les lignes vont changer, mais là, on est quand même dans une forme de continuité, donc c'est plutôt bien, et au niveau pilote, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu vois? Donne-moi ton favori, tiens, en LMGT3. ah là là, c'est dur, hein, justement. Bah, franchement, comme sur tous les autres plateaux. Non, euh, t'as pas le et- droit, t'as pas le droit. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment, une homogénéité, j'allais dire, de niveau. Alors, je verrais quand même peut-être une Ferrari s'illustrer, Me dis parce pas la que bah, déjà, 55, me dis pas la elles 55. sont nombreuses. Quoi, tu veux que je dise la 55, tu veux pas? Non, mais pour moi, c'est la Ferrari qu'on voit tout le temps, quoi. Mais oui, je sais. Duncan Non, Cameron, non, c'est David pas elle que je Perel et Matt dirais. Griffin, c'est...
Non, c'est pas vraiment elle que je dirais. Alors, toujours pareil, ça dépendra évidemment du scénario des courses. Et des phases de safety car ou non en début de course. Il y a des pilotes Platinum quand même en GT3. On a des pilotes qui sont redoutables, mais qui sont associés à d'autres qui Hmm. sont un petit peu Moins moins redoutable. efficaces. Non, mais bah, c'est vrai que Niklas Nielsen, quand tu le vois sur une liste d'engagés, tu te dis bah oui, ça va aller vite. Le problème, c'est qu'il est dans la voiture danoise avec ses camarades et ses compatriotes Lorsen, Johnny et Conrad. Bon, ça va faire des erreurs, donc pas certain que ça le fasse. Non, je mettrais peut-être la Ferrari numéro 51 de la F Corset avec Collard, Depaul et Samani qui peut faire des belles prestations. Je voyais aussi. Bon, ça va être peut-être compliqué avec Michael Wainwright qui fait quelques petites erreurs, faut bien le dire. Ah Mais ouais, enfin, quand quand je même, vois ouais. David Erigon dans une Ferrari, la 86, d'ailleurs c'est une Ferrari, c'est pas une Porsche hein, pour le GR Racing, ça peut faire quelque chose. Et puis, bah, je dirais quand même que le Racing Spirit of Le Mans, attention, avec Valentin Asclot, Mhm. Casper Stevenson et Derek Debourg, je me dis que ça peut peut-être faire quelque chose quand même cette année, Ok. ça. Alors du coup, bah, je vais faire comme d'hab, l'inverse de toi. Ah Euh, oui, très bien. Non mais exactement l'exemple que tu prenais tout à l'heure avec c'était avec non, c'était Niklas Nielsen je crois ou je Oui, sais plus où tu disais voilà lui il est efficace mais bon bah en fait moi ce que je vois c'est que chez Proton on a quand même Julian Handlower qui est annoncé oui, sur la 60 mais on a aussi Claudio Schiavoni qui est dans la voiture donc bon bah, il va falloir trouver le bon équilibre oui, oui. je Bah, sais c'est le pas. patron, hein, donc à un moment, c'est normal que Claudio veuille Ah mais rouler. bien Hein, sûr. mais... Non, mais évidemment, mais bon voilà, en termes de niveau, il y a Julian Lower Ouais, qui est bon un petit peu au-dessus, on va dire. Cressoni est pas mal aussi, attention. Hein. Après finalement, quand je vois la liste, je me dis que les Iron Dames sont peut-être celles qui ont le meilleur équilibre, puisqu'on va pas se mentir. Oui. Sarah Bovy catégorisée bronze. Tiens d'ailleurs, Bon, Sarah Bovy oui, catégorisée bronze, Raël oui, Frère passé en silver, alors que Mitchell Gatting est passé en gold. voilà. Mais enfin, Sarah Bovy, c'est quand même une catégorisée bronze, comme tu disais tout à l'heure, plus quoi. Hein. Enfin, Sarah Bovy, ça va Hmm. vite. Raël Frey, bah, pour moi, malheureusement, je l'adore, hein, mais c'est le maillon faible de l'équipage. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été droppée, je pense, en WEC et qu'elle fait pas la saison WEC. Et Michelle Gatting, bah, elle me transcende pas, mais elle fait le boulot, elle est rapide aussi. Donc, Ah, moi quand je je pense que vois ça les devient la trois. leader. Hein. Ouais, oui, bah, c'est exactement, je pense aussi. Et quand je vois les trois, je pense que ça peut, avec leur régularité, je pense que ça peut être. J'espère que ça va gagner et que on va arrêter de les attendre tout le temps, tu sais, devant. Enfin, Hmm. elles ont quand même une histoire avec aller chercher la victoire qui est un peu longue, etc. J'espère que ça va gagner plusieurs fois, c'est ça que je veux dire, pour que ça soit bien clair. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je pense qu'elles seront souvent placées. Parce qu'elles ont. À mon avis, elles peuvent faire preuve d'une vraie régularité si Raël Frey la plante pas au dernier tour, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, elle ne pourra pas puisqu'elle fera pas le dernier relais, Raël. Voilà. Malheureusement, j'allais dire, voilà, on a eu un petit rebasculement des cartes. Je pense quand même que ça va être solide hein, pour cet équipage. T'as Ouais. raison. C'est vrai que les Iron Dames, bah, elles n'étaient pas restées sur une victoire, c'était quand? C'était en 2022, il me semble, où elles avaient réussi à s'imposer en Algarve à la dernière confrontation avec Mitchell Gatting, Sarah Bovy et Dorian Pain. C'était l'histoire justement qui avait été écrite en ELMS. Et là, c'est vrai qu'elles reviennent pour gagner, hein, j'imagine bien en tout cas. Après, aussi, comme tu le disais, alors autant tu parlais plutôt en bien de l'Aston Martin, de Racing Spirit Ah of oui, Le Mans, à la 59, puisqu'effectivement, je l'estime vraiment très très haut parce que on a un Casper Stevenson que j'ai découvert en fait en IMSA et qui mhm, m'a bluffé. Je ok. pensais vraiment que. Enfin, je le connaissais pas du tout. Derek Debourg, je le connais pas, mais Valentin Asclot m'a dit qu'il était vraiment efficace. Et donc, bah, Valentin Asclot, on connaît sa C'est ce que j'allais performance. dire. Si Valentin Asclot le dit, c'est que, enfin, pour vous situer, Valentin Asclot, qui est quand même, il est toujours pilote officiel Aston Martin, je pense, il a toujours ce statut, Oui, et qui est très impliqué dans la marque, au-delà du statut de pilote, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la marque. Enfin, voilà, il n'a pas forcément donné tous les détails ici, mais sur le volet commercial, sur le volet. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est passionné. Et tiens, il pourrait faire un très bon invité de ton podcast au passage. Et, mais tout à fait. et donc voilà, je voulais parler de cette Aston Martin parce que à chaque fois chez Aston Martin, et encore plus quand elles sont engagées par TF Sport, donc là je parle de la 97, bah t'as le bon et t'as le plus surprenant quoi. C'est-à-dire que sur la 97, t'as quand même Johnny Adam qui est pour moi sans doute un de mes pilotes préférés.
un mercenaire du British GT, un peu une gueule Ouais. cassée, qui est très rude en termes Qui a de gagné les pilotage, tu 24 heures vois. du Mans aussi. On se Ouais, souvient gagner dans le le dernier 24 heures du tour. Mans, bien sûr, avec une bataille avec Taylor sur une Corvette. Donc voilà, Johnny Adam, pour moi, c'est vraiment le gars. Il a un peu ce côté pilote à l'ancienne, tu vois, dans Ouais. le bon sens du terme, hein. Et par contre, l'équipage, enfin voilà, les pilotes avec qui il est associé, bah, alors là, je connais pas. Et ben en fait, alors je vais te dire, ils étaient chez JMW Motorsport l'année dernière et c'était pas si mal. Ok, bon, C'était pas si mal. Bon, après, c'est toujours pareil. Ils pas étaient si mal, associés pas à si John mal, quoi. Lancaster, qui pour Ouais, moi, John Lancaster est un excellent pilote de proto, mais beaucoup moins de GT. Et donc, c'est au niveau du pilote professionnel que c'était un petit peu bloquant, j'allais dire. Là, avec Johnny Adam, ça peut le faire. Mais par contre, il y a aussi le côté où il change de marque, donc il faut s'adapter. ouais, parce que, enfin, tu me parles de JMW, ouais, très très bien, mais c'était quand même, enfin l'année dernière, en tout cas, ils ont pas forcément brillé, quoi. Ils ont fait un podium Bah et attends, c'est tout, donc bon, c'est pas. ouais, mais... Ah, en termes de rythme, ils étaient bons. C'est vrai qu'il y a eu des petites erreurs. Au Mans, ils menaient quand même, hein. Je veux pas dire, mais Ok, avant de sortir. ok. Bon, bah écoute, Donc, voilà. pourquoi pas? Après, il y a ce côté adaptation. Sur l'Aston Martin LMGT3, ça va leur changer la vie par rapport à la Ferrari 296 GT3 aussi. Il y a peut-être ce côté-là à prendre en compte. Du coup, je sais pas, niveau génération, ça fait combien de Vantage différentes que Johnny Adam pilote, mais c'est quand même incroyable. Parce que là, on est sur la nouvelle génération, on est Beaucoup, d'accord. On est sur celle tout qui a à fait. été enfin, qui a fait ses débuts il y a quelques jours là, au Paul Ricard en GT World, mais qui a aussi fait ses vrais premiers débuts au 24 heures de Daytona en IMSA. Donc voilà, c'est la nouvelle version. Oui, C'est bien, ça fait un peu de nouveauté. Ça reste une Aston Martin Vantage GT3, mais enfin, ça fait quand même un peu de nouveauté dans le plateau. Puisque là, t'es- c'est vrai, la 296 est apparue en 2023, donc on est quand même oui, sur une voiture assez récente. Et la Lamborghini Evo 2, là j'ai pas mes notes sous les yeux, mais ça doit être, c'est pas vieux non plus la Evo 2 en GT3. c'est Ah, deux 2022 je ans, hein, pense. je dirais 2 ans. Ouais, Ouais. 2022. Ok. Donc, non, mais encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais c'est difficile d'établir un favori, hein, Ouais. de toute façon. Et bah voilà, bah c'est ça tout l'intérêt de ce championnat. Ah, j'aime bien. Puis on n'a pas reprécisé, mais on l'avait dit dans l'épisode 8, évidemment, que en LMP2, on a des voitures 2024 avec plus de puissance, avec moins de poids, avec 20 kilos de moins que l'année passée, avec vraiment beaucoup de C'est vrai. belles choses qui s'annoncent. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a des pilotes de référence qui ont tenu à venir en ELMS, et tant mieux pour une préparation pour le WEC, mais aussi pour se faire tout simplement plaisir au volant et offrir du spectacle. Et ça, c'est tant mieux parce que quand je commente les courses, je préfère qu'il y ait du spectacle, évidemment. Ah bah non, mais là, il va y en avoir clairement. Est-ce que tu veux qu'on rappelle le calendrier 2024 peut-être Oui, le LMS? c'est une très très bonne idée. Et elles sont 6 les épreuves à ce calendrier 2024 et ça commence dès le week-end du 14 avril. Donc ça va être top à Montmelo, donc sur le circuit de Barcelone-Catalogne. On ira ensuite début mai au Castellet, sur Le le circuit 5? Paul Ricard. Donc là Mhm. aussi ça va être intéressant. Ouais, week-end du 5 mai, tout à fait. Ensuite on aura Imola. Ça sera en juillet, ça sera le 7 juillet. Et puis les 4 heures de Spa-Francorchamps, là ça sera en août cette fois-ci et non pas en septembre, donc le 25 août. Il pleuvra. Mugello, Il y aura de la nouvelle pluie, il y aura de la pluie venue. quand même à Spa-Francorchamps, rassure-moi. Oh non, dis-nous pas ça. Non, on espère qu'il fasse pas trop moche. Voilà, ça serait pas mal ça, dans les Ardennes belges. Ensuite, Mugello, nouveau circuit au calendrier, et là on devrait se régaler avec des voitures plus puissantes, etc. Enfin, ça va être fou le week-end du 29 septembre. Et puis la finale, bah, comme d'habitude, j'allais dire, une belle habitude prise avec le circuit Algarve International le 19 octobre à Portimao, donc pour clôturer cette belle saison. 6 épreuves, c'est une stabilité, et généralement, il y a une vraie compétition jusqu'au bout. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine. L'année dernière, Algarve avait quand même réussi à se hisser aux avant-postes. Bon, on va voir, mais cette année, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de matchs et un petit peu plus de sport. En tout cas, vu tout ce qu'on vient d'évoquer au travers de notre preview, bien malin celui qui pourrait, comme ça, donner un vainqueur pour chaque épreuve ou même un vainqueur au championnat. Franchement, ça annonce ouais, de très bonnes courses. Ouais, bah, ça va se jouer à la régularité et à la Exactement. constance, hein, de toute façon. Bon, Et on passe à notre rubrique aussi, la petite rubrique justement qu'on aime bien. C'est quoi ton actu? Petit instant promo, Geoffroy. Alors, quelle est l'actu cette semaine? bah écoute, je vais pas être très original, ça va encore passer par Auto Hebdo, mais Ouais. j'ai soumis comme idée
suite à l'épisode, enfin, en parallèle de l'épisode qu'on a enregistré ensemble sur la rétro des 20 ans des Le Mans Series, une nouvelle fois, je vous invite à aller l'écouter si c'est pas fait. C'est un des épisodes qui a le mieux fonctionné, et c'est bien quand on parle comme ça, histoire, je vois que ça vous plaît. Bah écoute, j'ai contribué comme ça au mini-guide de l'ELMS 2024 qui est dans Auto Hebdo de cette semaine, où sur une double page, eh ben, je raconte un petit peu la jeunesse du championnat, le rôle de Jean-Claude Plassard, qui est un peu le papa de l'actuel ELMS, qui a œuvré pour lancer le championnat. Et donc j'aime bien parce que c'est l'occasion d'avoir, comme ça, dans Auto Hebdo, de ressortir une petite photo d'Audi R8. Tu vois, il y a aussi de la 550 Maranello, il y a une Zytec. Enfin, j'aime bien quand ça les pousse au niveau iconographie, à aller chercher dans les bases photos de chez des PPI des images un peu anciennes. C'est un peu mon petit kiff, tu vois. Donc on a une Audi R8 avec le numéro 88 sur les flancs, rouge sur fond jaune, tu vois. Donc vraiment la première saison, quoi. Donc j'aime bien, je trouve ça marrant. Donc voilà, Auto Hebdo de cette semaine pour moi. Et puis écoute, la semaine prochaine, j'ai rien de spécialement prévu, mais Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça... Tranquille, quoi. Et toi, Anthony? Ah bah, je pense qu'il y a le LMS ce week-end. Un peu plus chargé, en effet. Il y a le LMS donc, à Barcelone. Donc là, il y aura la Ligue European Series, la Michelin Le Mans Cup, l'European Le Mans Series. Il y aura même aussi le championnat de France Porsche Carrera Cup. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur toutes les épreuves de LMS, on retrouvera ce championnat. Donc ça nous promettra pas mal de batailles en piste aussi. En plus des 3 disciplines classiques, j'allais dire, que l'on connaît de la série ACO et de l'ELMS. Donc ça va être top. Il y a également forcément toujours le podcast Trajectoire qui continue, et c'est pour ça que je voulais vous parler de LMP3 parce que cette semaine, c'est Antoine Doquin qui est revenu sur son parcours. Alors vous allez me dire, mais enfin il est jeune, il a seulement 19 ans, qu'est-ce qu'il a raconté? C'était un épisode de ouf où en fait il me raconte le ski, parce qu'il a commencé par le ski, il me raconte la voiture, il fait aussi un peu de moto, il a fait du karting, il a roulé au Mans classique, je n'en dis pas plus, mais il l'évoque dans l'épisode. Et puis il me parle de ce pilotage de la LMP3. En fait, il avait plus un pilotage pour les voitures que pour les kartings. Et c'est ce qui explique aussi qu'il ait assez rapidement décidé de passer en voiture. Donc voilà, encore un bel épisode, le 31, pour le numéro 31 qu'il aura sur les flancs de sa LMP3 de l'équipe Racing Spirit of Le Mans. C'était pas mal. Ok, bah écoute, top. Bah, je pense qu'on a été assez complet sur cette preview ELMS. Du coup, semaine prochaine, on peut déjà se donner rendez-vous la semaine prochaine avec un débrief de la course ELMS de ce week-end. Oui. Et puis... il va être chargé le programme. Et parce qu'il y aura une preview aussi d'une certaine épreuve du WEC, je crois. Voilà. Bon, comme ça, au moins, c'est complet. Ça, c'est vrai que l'Endurance Club ne s'arrête jamais, c'est ça que tu veux dire? Jamais, jamais. Bon, après, on peut aussi évidemment citer les autres championnats qui ont été lancés il n'y a pas longtemps. Justement, le GT World au Paul Ricard, Endurance, justement. Powered by AWS, ouais, qui était... c'est difficile de tout suivre en même temps, mais voilà, ça s'était bien passé. Il y a eu de belles batailles, donc... j'ai eu vent que un certain Valentino Rossi avait bien performé, comme il sera aussi en WEC. Ça fait un gros programme, donc on aura l'occasion de reparler du docteur la semaine prochaine, donc pour la preview d'Imola pour le WEC. Eh bah nickel. Eh bah écoute, comme ça, rendez-vous. Donc n'hésitez pas à noter, commenter, partager aussi cet épisode avec celles et ceux que vous connaissez et qui aiment l'endurance et qui ne nous connaissent pas et qui voudraient comme ça, chaque semaine, avoir un peu plus d'informations sur les épreuves, sur des grands récits historiques. Vous commencez à comprendre un peu le format qu'on vous propose. C'est à la fois de l'actu et puis parfois, quand on le sent, des rétros comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode. Et puis du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Et puis j'espère qu'on va se donner rendez-vous aussi sur le chat YouTube parce qu'on aime bien partager le chat YouTube de la chaîne européenne Le Mans Series. Voilà, tout simplement pour... suivre les différentes courses, que ce soit l'IG European Series, Michelin Le Mans Cup ou European Le Mans Series. C'est un gros programme en perspective d'ailleurs. Est-ce que j'ai les horaires? Ouais, ça va commencer à 9h le samedi avec la l'IG European Series. Après, on a les qualifs de Michelin Le Mans Cup à 12h30. On a les qualifs de l'ELMS à 14h30. Ça, c'est pour le samedi. La course de Michelin Le Mans Cup à 17h40. Et puis évidemment, la course le dimanche de LMS. Ça sera à partir de 11h30 le départ. Mais sur la chaîne YouTube, à partir de 11h, j'allais dire, tapez European Le Mans Series et normalement vous avez tout ce qu'il faut. Et choisissez bien le flux en français pour entendre la douce voix d'Anthony Drevet et de ses invités, puisque comme tu l'expliquais,
tu reçois aussi du monde en cabine, voilà. Exactement. Je sais pas encore qui va venir avec moi au micro, mais on trouve toujours de très très bons clients et c'est un bonheur à chaque fois. Merci beaucoup Geoffroy, c'était top. Eh ben merci à toi, et puis écoute, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et ben voilà, exactement, si vous voulez faire partie du club, faire partie de l'Endurance Club, vous le savez, ce podcast est fait pour vous. Salut!